Merci de votre accueil et bienvenue dans ma capsule du futur. On va explorer ensemble les 10 prochaines années. On va se situer en 2025, en commençant tout de suite par ce titre un peu énigmatique que vous voyez figurer ici. Les promesses et défis du numérique pour l'entreprise et les consommateurs, vos clients. Ce n'est pas une crise que nous vivons, comme le dit très bien le grand philosophe français Michel Serres, c'est un changement de monde. On est en train de changer d'époque. Ce que vous voyez là, c'est le scanner d'Internet, c'est-à-dire Internet vu de l'intérieur. Ce qui me permet de vous dire que Internet, c'est fini. Internet, c'est derrière nous. Internet devient comme l'électricité. On ne va plus sur Internet, on sera de plus en plus dans Internet, c'est-à-dire dans un écosystème numérique, comme l'écosystème dans lequel nous respirons, qui est fait de l'air, de l'eau, de la terre, et qui nous permet de vivre avec toute l'interdépendance de tous ces éléments. Eh bien maintenant, nous sommes rentrés, et nous allons rentrer et vivre de plus en plus dans cet écosystème numérique, et agir dans cet écosystème numérique grâce à un ordinateur très puissant, qu'on appelle un smartphone. Mais si on le compare aux ordinateurs d'il y a 20 ou 30 ans, ça n'a rien à voir. C'est une machine extrêmement puissante. Rappelez-vous, jadis, quand on parlait des ordinateurs et même des PC, on parlait des logiciels qu'il fallait acheter pour faire du traitement de texte, pour faire Excel, pour faire du PowerPoint. Certes, on a toujours besoin de ces logiciels, mais on a des applis, des centaines de milliers d'applis qui touchent à notre vie de tous les jours. Et surtout, cet outil, et je vais employer un mot un peu fort, c'est un outil symbiotique. C'est une extension de notre corps, une extension du doigt, une extension de l'œil. Il nous permet, avec le GPS, que vous voyez, c'est encadré en rouge, il nous permet avec le système d'inertie qui nous permet de regarder dans un sens ou dans un autre, et il nous permet avec la boussole numérique qui lui permet de savoir ce qu'il regarde, d'étendre notre doigt, d'étendre notre œil pour rentrer dans un environnement cliquable, dans un environnement interactif, proactif, réactif. Nous sommes devenus, grâce à cet écosystème numérique que nous modifions et qui nous modifie, des mutants, des hommes et des femmes différents, des hommes et des femmes augmentés, avec ce smartphone dans nos poches et cette capacité de cliquer dans l'environnement, d'agir sur le milieu dans lequel nous vivons, qu'il s'agisse d'un magasin, qu'il s'agisse de notre maison, qu'il s'agisse d'une gare, d'un aéroport, d'un amphithéâtre, comme vous le voyez sur ce schéma, avec même ce que l'on appelle la réalité augmentée. Je peux augmenter mes sens et augmenter mon cerveau. Voir ce que mes yeux ne voient pas, simplement parce qu'en promenant mon appareil, mon smartphone devant des murs, les murs ont des sens. Ils sont dotés de sens comme moi, qui a l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Maintenant, les murs de différents endroits physiques ont des sens. Ça s'appelle des puces RFID, ça s'appelle des QR codes, ce qui permet à mon smartphone de les reconnaître et de dialoguer avec cet environnement. Alors ça change beaucoup de choses dans notre maison dans laquelle nous habitons. Rappelez-vous, jadis, et je dis la même chose que pour Internet, quand j'ai dit Internet c'est fini, jadis il y avait ce qu'on appelait la domotique, on cherchait à automatiser les fonctions de la maison. Or ça n'a pas marché parce que les entreprises avaient leurs logiciels concurrents. Sony, Philips étaient concurrents Schneider. Mais maintenant, grâce à Internet, c'est-à-dire au protocole TCP/IP, grâce à la Wi-Fi, grâce à Bluetooth et grâce au smartphone, ce que l'on appelle l'interopérabilité devient possible dans la maison. L'automatisation de la maison grâce à son smartphone qui agit comme une télécommande, de même que dans les magasins, les objets de plus en plus vont nous parler. Ils vont nous dire, et même avec son smartphone, en regardant un objet, ou une robe, ou un vêtement, on va pouvoir voir le petit film, comme on l'a vu tout à l'heure avec ces mannequins très sympathiques qui défilaient avec la collection du printemps. On va pouvoir voir un film de ce que vous voudriez acheter. Donc le magasin devient, retenez bien ces mots, réactif,
interactif et même proactif. C'est-à-dire que compte tenu de votre profil d'intérêt, si vous êtes abonné à certains services du magasin, si vous êtes abonné à Kiabi, par exemple, pour certains services, vous allez recevoir des informations qui correspondent à votre profil d'intérêt. Donc il faut se préparer à tout ça, parce que la génération qui arrive, qu'on appelle la génération du millénium, qui avait 15 ans ou moins aux alentours de l'an 2000, cette génération, elle a une culture différente. Elle a une culture numérique, elle a une culture des interdépendances, une culture de la complexité. Elle voit le monde différemment et il faut se préparer à leurs besoins. Ces sigles bizarres que vous voyez là, des MHBG, c'est comme ça que je les appelle. Ce sont vous ou vos enfants, ou parfois vos petits-enfants, mais il n'y a personne qui a des petits-enfants dans cette salle. MHBG, ça veut dire des mutants hybrides, bionumériques, géolocalisés. Ce sont des extraterrestres. Ils vivent dans notre univers, mais ils ont une culture différente, ils ont une façon différente de regarder les choses. Par exemple, ils ont transformé la société de l'information en société de la recommandation. Ils se font confiance entre eux, beaucoup plus qu'à la pub. Ils écoutent le buzz, ils écoutent ce que leurs amis leur disent. Donc ils ont des exigences tout à fait différentes et tout à fait nouvelles, et il faut qu'on en tienne compte. En plus, ils ont besoin de rapidité. Ce sont des prosumers, comme on les appelle en anglais, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi produire et pas seulement consommer. Des producteurs, consommateurs, des consommateurs. Et ce sigle bizarre que vous voyez au-dessus, que je résume en IQWIN, si vous allez googler ça sur Internet, vous allez trouver ce que ça veut dire. Ils s'appellent comme ça entre eux, c'est une tribu. Ça veut dire « I know what I want and I want it now ». Ils sont pressés et il faut répondre à cette urgence de la société qu'ils sont en train de créer. Cette société qu'ils sont en train de créer et qui va nous habiter pendant les 20 ou 30 prochaines années, qui a déjà commencé, c'est la société collaborative. C'est-à-dire la mise en commun de savoir-faire, d'intelligence collective, d'intelligence connective, d'intelligence collaborative, pour échanger des voitures avec le covoiturage, pour échanger des logements, pour échanger des produits agricoles, pour échanger de l'éducation. Ça s'appelle la coéducation. C'est une coéconomie qui est en train de se créer, que beaucoup d'élites, à la fois politiques et dirigeantes d'entreprises, ne voient pas. Ils croient qu'il n'y a que eux, leur système pyramidal, qui marche. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a un pouvoir énorme qui est en train de monter de la base de cette génération, qui est la société collaborative et la coéconomie. Ils veulent aussi de la personnalisation, de plus en plus. Ils veulent être capables, dans les réseaux sociaux, de travailler en commun, d'échanger, de se recommander, comme je l'ai dit, des choses qui vont être importantes pour leur vie et pour leurs achats. Donc c'est un changement fondamental auquel il faut s'habituer. Et puis, en plus du smartphone, il y a beaucoup d'autres outils. Il y a des outils de proximité, il y a même des outils de production. Je vais vous en donner un exemple. Ces outils de production s'appellent d'un mauvais nom les imprimantes 3D. Ça va occuper notre vie des 20 ou 30 prochaines années. Parce que ces imprimantes 3D, que moi j'appelle des micro-usines personnalisées, en abrégé des MUP, ces micro-usines personnalisées vont bouleverser les PME, les TPE, parce qu'elles vont se mettre en réseau pour produire, tenez-vous bien, tout matériau, toute taille. Tout matériau, toute taille. On croit que les imprimantes 3D, on en a vu quelquefois à la télé, ça fait des petits objets, pas du tout. On peut maintenant faire autre chose que du plastique. On peut faire des objets en argent, des bijoux. On peut faire des objets en ciment. On peut même faire des maisons avec des imprimantes 3D qui ont la taille de ce portique. On peut faire des coques de bateaux. On peut faire des boucles de ceinture. Bonjour la copie des modèles des grandes boîtes, de Vuitton à toute une série d'entreprises. Il va y avoir des gros problèmes, comme on a aujourd'hui des problèmes de droit d'auteur, des problèmes de marque déposée. Parce qu'il y a des imprimantes 3D, on va pouvoir tout fabriquer, depuis des santons de Noël en couleur jusqu'à des pièces sophistiquées pour des voitures. Déjà, les grands constructeurs automobiles et les grands constructeurs de l'aéronautique utilisent des imprimantes 3D. Mais ce qui va vous intéresser, je prends un exemple plus spécifique, ce sont les textiles. Pourquoi tisser des textiles plutôt que les imprimer?
Avec des imprimantes 3D, on peut imprimer des textiles. Voilà ici une robe que cette jeune femme porte, qui est imprimée pliée. Vous voyez que dans la boîte, pour que ça ne prenne pas trop de place, on l'imprime toute pliée. Ensuite, on la déplie et on la porte. Dita Ventis, cette magnifique mannequin stripteaseuse, et j'aime beaucoup la montrer parce qu'on voit à travers sa robe, elle porte, si j'ose dire, une robe imprimée par une imprimante 3D. Et donc, vous voyez que de plus en plus, on va fabriquer des objets comme des chaussures. Et là, j'insiste sur ce point, parce que Nike fabrique des chaussures, mais pas tout seul. Nike demande à ses consommateurs, que j'ai appelés consommateurs ou prosumers, d'inventer des chaussures Nike, d'inventer des designs, d'inventer des modèles qui n'existent pas. Et donc, ces jeunes renvoient des modèles sur le menu de Nike. Nike les met en vente sur son catalogue. Et les gens qui ont co-désigné, co-conçu des modèles de chaussures avec Nike reçoivent des royalties. Donc on rentre dans une autre ère de la coproduction, du co-design, qui va changer beaucoup de choses dans le business, dans vos business, dans les business numériques de demain. Un autre exemple que je voudrais vous donner, en passant rapidement sur quelques diapos, ce sont des textiles du futur. Évidemment, vous avez tous sur vous des textiles qui dépendent de végétaux, comme le coton, ou de produits pétroliers, comme des produits de synthèse, qui tissent vos costumes ou vos robes. Mais de plus en plus, on va aller vers des produits complètement nouveaux. Par exemple, là, une soie fabriquée par le génie génétique, par des vers à soie qui ont été modifiés pour fabriquer une fibre extrêmement solide. On en fait même aux États-Unis des vestes, des gilets pare-balles. C'est beaucoup plus léger et plus solide que le Kevlar. Donc c'est fait avec des vers à soie. On va aussi aller vers des textiles végétaux fabriqués à partir des orties, fabriqués à partir d'autres produits, comme du bambou, pour ne plus réutiliser tous ces produits venant du pétrole, qui, vous le savez, est en voie de diminution progressive. Également des matériaux complètement nouveaux. Vous savez que la chitine, c'est une des substances les plus répandues dans l'univers de l'océan, les crustacés, et on en jette des tonnes à la sortie de tous les restaurants où on a mangé des langoustes ou des crevettes. Il y a des chitines qui sont jetées. Mais avec la chitine, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des textiles, on peut faire des pansements, on peut faire des vestes, on peut faire des produits biodégradables. Et on peut aussi colorer avec un effet qui n'est pas lié à des teintures qui souvent sont polluantes, mais qui créent la teinture dans le tissu, comme les ailes du papillon. Les ailes du papillon ou le paon, la queue du paon, la couleur vient pas parce que ça a été coloré. Ça vient de différents types de substances, de molécules qui deviennent irisées au soleil et qui donnent des couleurs absolument magnifiques. Que dire des textiles qui transforment l'énergie solaire en énergie pour recharger les objets connectés qu'on a sur soi? Des tissus photovoltaïques, par exemple, des tissus qui peuvent afficher quelque chose, par exemple un t-shirt ou une casquette qui dit « Vive l'OM » ou « Vive le PSG », qu'on change par un switch très vite. Si l'OM n'est pas en train de gagner, on met « Vive le PSG » ou le contraire. Donc on peut afficher sur un écran, sur des t-shirts, un certain nombre d'éléments, et on peut avoir des robes qui changent de couleur en fonction de son émotion. Évidemment, ça peut avoir des effets avantageux ou des effets désavantageux, on ne peut pas le savoir. Donc tous ces produits nouveaux vont jouer un rôle fondamental dans la mode et les loisirs, les casquettes avec affichage différent dont je vous ai parlé, numérique, et aussi ce qu'on appelle des produits à mémoire de forme, c'est-à-dire qu'une fois qu'un produit a pris une forme quelconque, elle dit là, elle n'est pas quelconque parce que c'est la belle poitrine de cette jeune femme, il peut garder cette forme. Et même, on peut modifier cette forme avec un rhéostat qui va changer quelques fibres à l'intérieur de ce tissu. Donc, vos consommateurs de demain, vos clients, leur vie va être complètement différente parce qu'ils vont bouger différemment aussi. Et je voulais vous parler, dans cet univers numérique, de l'importance de la relation entre le numérique, le mécanique et l'énergétique. Et vous nous donnez des exemples pris au domaine de l'énergie et aussi pris au domaine de la santé. Donc d'abord, les villes se transforment progressivement. Vous avez vu récemment qu'il y a des lois qui vont devenir de plus en plus draconiennes
pour la pollution des camions dans les villes. Donc de l'image de gauche, on va progressivement vers l'image de droite, vers ce qu'on appelle des smart cities, c'est-à-dire des villes numériques plus intelligentes qui réagissent aux gens, qui réduisent les accidents. La mobilité durable, c'est le numérique lié à des objets que l'on utilise, comme par exemple le Vélib, l'Autolib, qui sont impensables sans le numérique. Si vous avez fait du Vélib dans Paris ou dans une autre ville, c'est grâce à votre smartphone que vous savez que vous pouvez aller le mettre à tel endroit qu'il y a une place libre. Même chose pour l'Autolib. Même chose pour Uber. Uber, c'est un système qui vous permet, grâce à votre smartphone, d'être repéré par le chauffeur, par GPS, qui vient vous chercher. Vous voyez quelle est la personne qui vient vous chercher, son nom, le nombre d'étoiles que les autres personnes ont mises. Et cette personne, le chauffeur, a aussi les étoiles que les autres chauffeurs vous mettent à vous. Donc, on se connaît. On se connaît déjà, on peut s'estimer et répondre plus vite à une demande de course ou à une autre. Donc, sans le numérique, sans l'écosystème numérique dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes entrés, et dans lequel nous allons vivre de plus en plus, le Vélib, l'Autolib ou Uber serait impossible. Et les livraisons aussi, et ça c'est le mariage du numérique et du mécanique, vont changer avec ce qu'on appelle des drones. Vous en avez vu, vous en entendez beaucoup parler. Ce sont des systèmes qui, avec des 4 hélices, guidés par GPS, par une télécommande, vous permettent de les faire bouger. Par exemple, nous les surfeurs, on a un drone qui s'appelle le Air Dog, le chien de l'air. C'est un petit drone qui communique avec un bracelet qu'on a autour du poignet qui s'appelle le Air Leash, un leash comme le leash qu'on a au pied pour faire du surf. Mais on règle son drone à 1 mètre au-dessus de sa tête ou devant ou de côté. On part faire du surf, il vous suit et il vous filme avec une GoPro en même temps, évidemment, c'est ça l'intérêt. Donc il vous filme, vous attendez les vagues, il reste au-dessus tranquillement en train d'attendre que vous en preniez une. Vous prenez une vague, il vous filme, si vous tombez, il attend que vous sortiez de l'eau, il vous reprend, etc. Donc c'est un drone qui vous suit, mais il y en a bien d'autres qui sont très marrants. Par exemple au MIT, où j'ai travaillé et enseigné pendant 7 ans, il y a maintenant des drones qui vous guident. Et ça c'est intéressant pour les très grands magasins ou les très grandes surfaces où on ne sait pas s'orienter. Bien sûr, on peut demander où est le rayon de ceci, où sont les tournevis, où sont les robes du soir, ou les jeans. Mais à MIT, vous appelez le drone guide par votre smartphone. Si vous avez donné votre profil d'intérêt, il sait qui vous êtes. Il arrive silencieusement au-dessus de votre tête, puisqu'il est guidé par GPS de votre téléphone. Bonjour, monsieur de René, où est-ce que vous voulez aller? Département de biologie moléculaire. All right, please follow me. Et vous suivez le drone, il se déplace dans le campus, et même à l'intérieur des bâtiments, il vous amène où vous voulez. On parle beaucoup des drones de livraison, vous avez vu celui-là, celui d'avant. Amazon pense pouvoir livrer par des drones des objets un peu partout, mais un de ceux que je trouve parmi les plus intéressants, c'est le drone médical. C'est-à-dire que s'il y a un accident, quelqu'un qui a un problème cardiaque, vous l'appelez et en 10 minutes, il arrive et la personne qui est dans la salle d'urgence voit avec la caméra tout ce que le drone voit. On prend le défibrillateur, on l'applique sur la poitrine de la personne en danger et on peut lui sauver la vie puisque le drone arrive beaucoup plus vite qu'une ambulance, il arrive en quelques minutes. Le domaine énergétique aussi est changé par le numérique et la vie des clients, la vie des gens vont être de plus en plus conscients dans les économies d'énergie, où les bâtiments à énergie positive, j'espère évidemment que vous allez tenir compte dans les magasins de demain non seulement des économies d'énergie, mais de l'énergie positive, c'est-à-dire de produire plus d'énergie qu'on en consomme, comme vous le voyez sur cette maison, avec des panneaux solaires, des éoliennes, un courant d'eau, avec un digesteur à biogaz. Cette maison ou cette ferme peut revendre de l'électricité au réseau. Et ce qui est important, c'est que qui dit production d'énergie supérieure à la demande crée un partage. On peut partager de l'énergie. Et ceci va se réaliser de plus en plus grâce à ce qu'on appelle des smart grids, c'est-à-dire des grilles intelligentes qui s'adaptent à l'offre et à la demande en électricité et vont permettre aux gens d'échanger cette énergie entre eux. Autre domaine bouleversé par le numérique qui va complètement changer l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique et l'industrie pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire, 3 grosses industries qui représentent des milliards de dollars à l'échelle du monde, c'est la possibilité de se mesurer soi-même en permanence.
C'est ce qu'on appelle la e-santé. Moi, j'ai créé un mot. Vous savez, il y a le selfie, on se prend en photo l'extérieur de son corps. J'ai créé un mot, le healthfee. Le healthfee, c'est mesurer l'intérieur de son corps. Grâce à ce que vous voyez là, un tableau de bord santé. Un tableau de bord santé personnalisé qui mesure plusieurs paramètres de votre corps, les compare entre eux et vous permet de définir une alimentation plus équilibrée, le type d'exercice que vous devriez faire pour rester en forme, vieillir moins vite, être en bonne santé. Et donc ce domaine du self, quantified self, va complètement bouleverser et peut-être que vous-même, peut-être que qui habite dans les 5-10 ans qui viennent, ne vendront plus seulement des objets qu'on met sur soi ou des vêtements, mais aussi des objets cosmétiques, des objets qui sont liés à ce qu'on appelle les nutricaments ou des alicaments, c'est-à-dire des produits qui vous permettent de rester en forme et en bonne santé, liés aux vêtements que vous mettez sur vous. Et les grands se lancent dedans. Les grands du numérique comme Google, comme Apple, se lancent évidemment dans ce secteur très prometteur qui est à la tête de chiffres d'affaires absolument colossaux dans le monde. Alors je vais terminer par quelques conseils, c'est-à-dire comment s'adapter. Comment vos entreprises, qui sont hiérarchiquement orientées, heureusement pour elles, peuvent s'adapter à ces changements extraordinaires. C'est ce que j'appelle l'entreprise fluide dans la société fluide. Aujourd'hui, nos rapports sont très souvent dans la société des rapports de force, c'est-à-dire des forces l'une contre l'autre, comme les rapports de force dans les armements, ou les rapports de force dans les partis politiques, ou entre le syndicat et le patronat. Les rapports de flux, c'est un échange d'informations mutuelles. Je sais ce que je donne et je sais ce que je reçois. Comme dans un réservoir qui se remplit et se vide en même temps, on peut maintenir un niveau constant à condition de connaître le débit d'entrée et le débit de sortie. Ça, ce sont des éléments fondamentaux pour passer de l'entreprise pyramidale, hiérarchique, à une entreprise au pouvoir transversal, qu'on appelle de plus en plus l'entreprise libérée. C'est-à-dire une entreprise où certes il y a une forme de hiérarchie, mais il y a beaucoup plus de confiance, où on écoute les gens, notamment grâce au numérique interne, aux intranets, aux Facebook sociaux, aux réseaux internes, permettant aux gens de communiquer, comme vous le voyez par ces séries de flèches bleues, par des rapports de flux plutôt que des rapports de force. Et donc, pour favoriser le changement dans ces organisations fluides, c'est la seule liste que je vous donne, et je la commente, c'est d'accompagner, comme je l'ai dit, le pouvoir transversal, et pas seulement répondre au pouvoir pyramidal. Innover et manager par catalyse. Catalyse, c'est l'art de faire, plutôt que de l'art de commander. La catalyse, c'est l'art de créer les conditions qui permettent aux choses de se faire d'elles-mêmes, à l'intelligence collective de se réaliser. Promouvoir la formation à tous les niveaux. Importer dans l'entreprise les outils d'Internet. J'ai parlé de l'intranet, mais Facebook, Google, des moteurs de recherche, permettre aux gens de se localiser. Utiliser la culture numérique de la génération du millénium. Je vous ai dit, les mutants hybrides numériques géolocalisés, ils ont une culture numérique qu'ils font utiliser dans les entreprises, de telle sorte que les stagiaires de 20 ans qui viennent chez vous aient la même culture numérique que les pré-retraités de 60 ans, ou 65, puisque ça se prolonge un peu. Promouvoir l'éco-entreprise 2.0, avoir une approche systémique. On a trop souvent dans nos élites industrielles et politiques une approche analytique, séquentielle, faire ça d'abord, puis ça ensuite, et ensuite ça. L'approche systémique, comme le montre ce schéma, c'est une approche d'interdépendance des différents facteurs les uns avec les autres, qui nécessite une évaluation de ce qu'on a fait, qui nécessite une prospective et donc une vision de ce qu'on voudrait faire. Une entreprise sans vision, une entreprise sans prospective est tout de suite concurrencée par les autres. Elle est en fragilité permanente. Tandis que si elle sait voir loin, si elle sait faire de la prospective, si elle a une vision, si elle sait évaluer collectivement les résultats de son action, l'évaluation collective est fondamentale, elle peut progresser et elle peut gagner. C'est pourquoi j'ai appelé ça la stratégie des entreprises qui gagnent. L'innovation est fondamentale, bien entendu, mais l'innovation, malheureusement, on la considère encore trop souvent comme un processus analytique et linéaire. C'est pourquoi je dis souvent dans mes conférences que cette innovation-là est un mythe. On poursuit l'innovation comme un produit ou un service qui va apparaître par miracle.
Et on oublie le processus systémique et dynamique qui conduit à l'émergence des innovations. C'est ce que je voudrais montrer dans le schéma suivant. Dans ce schéma suivant, je reprends les mots que vous avez entendus, catalyse, et j'ajoute convergence et émergence. C'est-à-dire l'art de l'innovation dans des entreprises comme la vôtre, c'est d'être capable de faire se rapprocher des idées venant de personnes et de lieux différents, de les faire converger pour qu'en catalysant cette convergence d'innovation, émerge de cet écosystème innovant des innovations nouvelles. Posez-vous la question, pour bien réfléchir à ce que je vous ai dit, après que j'en ai parlé. Est-ce qu'Internet est une innovation? Non. Peut-être que sur le plan sociétal, ça représente un changement de vie. Mais c'est un écosystème innovant. Le GPS de votre voiture, ce n'est pas une innovation. C'est un écosystème innovant. Parce que c'est fait d'un satellite, c'est fait d'une fréquence que ma voiture comprend et pas celle d'à côté, d'un écran tactile, etc. Donc pensons innovation en termes d'écosystème innovant. Pensons formation. Il y a des outils extraordinaires de formation qu'on appelle aujourd'hui les Massive Online Open Course. Vous, dans votre entreprise, pendant vos heures de travail, en accord avec les DRH, vous pouvez suivre des cours d'économie, des cours de management, des cours de marketing, sans payer, gratuitement, à distance, participer à des discussions avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi participer à des jeux. Vous êtes la génération qui est née avec des jeux, des video games, mais des jeux sérieux d'entreprise, c'est extraordinaire pour apprendre à manager, pour apprendre à gérer. Donc de plus en plus, les jeux vont jouer un rôle important. Et quand je vous ai parlé d'entreprise 2.0, tel que je vous vois, voilà comment je vous vois dans 5 à 10 ans. Vous voyez les différents mots, ils sont tous importants. On les retrouve dans vos valeurs. Simplicité, vision, pouvoir catalytique, c'est ce que j'ai dit, faire, l'intelligence collective, la rapidité d'action, la génération qui a besoin de rapidité, des services virtualisés et en même temps humanisés dans des magasins qui jouent le rôle du lien humain, du lien social, des économies d'échelle, la valorisation et j'ajouterai l'amour du métier, l'ouverture des données, ça s'appelle Open Data, et la gestion du Big Data que tous vos clients laissent sur vos sites web pour être capable aussi de pouvoir en tirer le meilleur, pour pouvoir participer avec eux, pas seulement à leur proposer des offres, mais à les écouter pour savoir ce qu'ils demandent, où ils vont. Mais attention, et je termine par ça avant les valeurs, parce que les grands qu'on appelle GAFAMA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba, entreprise de e-commerce chinoise qui est rentrée en bourse il y a 3 mois au prix d'émission de l'action de 20, elle a eu capitalisation boursière de 25 milliards de dollars. Donc GAFAMA devient le géant numérique du monde qui envahit tous les secteurs de l'économie, de la banque à l'assurance, en passant par l'immobilier, l'automobile, le tourisme, la distribution. Il n'y a pas un secteur dans lequel ils ne vont pas aller, même l'agriculture avec des robots, des drones. Donc GAFAMA grignote progressivement vos métiers, tous les métiers classiques. Donc il faut s'adapter à les contrer par d'autres moyens. Et les moyens de les contrer, c'est justement le lien humain, la relation sociale. Pour eux, on n'est souvent que des bits et des pixels. Il faut aussi que nous ajoutions pour l'avenir, en 2025, pour réussir 2025, des valeurs. Des valeurs comme le partage et la formation, j'en ai parlé, la solidarité, la générosité, la passion, l'empathie, l'altruisme, se mettre à la place des autres pour comprendre leurs émotions et leurs sentiments, échanger, mais l'altruisme, ce n'est pas simplement naïf et banal, je fais le bien autour de moi. C'est aussi du win-win, je le fais parce que je peux gagner en retour. La confiance, ce qui manque beaucoup dans notre pays, notamment des politiques vis-à-vis de la génération dont j'ai parlé. L'engagement, l'audace. J'essaye, moi, personnellement, non pas d'être optimiste, mais d'avoir l'audace d'une vision positive de l'avenir, que j'essaye de communiquer à toute la jeunesse qui vient chez nous à la Cité des Sciences, leur donner envie du futur. L'éthique et l'entrepreneuriat. Et enfin, ces 4 mots qui sont essentiels pour moi, pour construire le futur, c'est comprendre, vouloir, aimer et construire.
comprendre parce que le monde est complexe. Je crois que je vous l'ai dit, vous avez entendu, j'ai parlé du numérique, j'ai parlé d'énergie, j'ai parlé de la maison, j'ai parlé du magasin du futur. Donc il faut comprendre cette complexité par l'approche systémique. Deuxièmement, c'est vouloir. Vouloir cet avenir, vouloir 2025. Si on ne veut pas 2025, 2030, si on se met comme l'autruche, la tête dans le sable, ben on n'y arrivera pas. On ne pourra pas aimer ceux qui veulent aimer ce futur. C'est-à-dire construire l'avenir en l'aimant et aimer les gens qui le construisent avec vous. Parce qu'une des plus belles choses qu'on puisse faire dans sa vie, c'est la création. Et encore plus la création collective. Je vous remercie. Monsieur Joël de Roné. Merci. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on aurait de grands experts tout au long de l'après-midi. Vous voyez, je ne vous ai pas menti. Et j'ai dit qu'en plus de les écouter, vous allez pouvoir leur parler, puisque chacun a accepté de prendre du temps pour répondre aux questions que vous pouvez avoir suite à l'intervention, à la conférence que vous venez d'écouter. C'est le moment, on va s'accorder une petite dizaine de minutes, un instant pour que vous puissiez réagir. Vous avez une réaction, une question, une envie. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut s'adresser en direct à Monsieur de Roné. Il a du temps pour nous. Qu'est-ce qui vous fait réagir? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir en plus par rapport peut-être à votre quotidien, à votre métier, sur cette vision du futur? Est-ce que vous la partagez? Est-ce que ça suscite quelque chose en vous? De l'espoir, de la crainte? Comment dépasser cette crainte? On l'a avec nous pour quelques instants en plus, donc n'hésitez pas à lui poser vos questions. On a deux hôtesses qui peuvent se rapprocher de vous avec un micro. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous faites beaucoup moins de bruit d'un coup. Ah ça, pour monter sur les chaises. Ah, on a une première question. Alors je te laisse, merci déjà, te lever, te présenter et nous poser ta question. Bonjour, Jean-Marc Brosset chez Mon Épouse. On est affilié Kiabi, donc un système un peu de franchise facilité avec une enseigne qui crée pour nous, et nous, derrière entrepreneurs, on a un modèle de diffusion de leur je dirais, créativité. Donc on a aussi d'autres enseignes à notre compte, on a aussi entrepris. Moi j'ai une question par rapport à votre entreprise. Tout ce que vous avez dit, j'adhère, je trouve ça très intéressant, j'y souscris. Vous, à l'introduction, vous avez dit que vous aviez une entreprise. Concrètement, comment vous avez mis ça en place dans votre entreprise? Puisque vous partez de partage, de système, de systémique, bon, sur le papier, c'est bien. Est-ce que vous avez réussi à le mettre en place? Alors, il y a deux aspects. Il y a mon entreprise qui est toute petite, on est 4 salariés. Mais il y a aussi ce que j'ai fait à la Cité des Sciences et à l'Institut Pasteur avant, avec des équipes beaucoup plus grosses que j'ai managées. Donc, je peux vous donner cette double expérience. Les équipes que j'ai managées, j'ai toujours essayé de mettre en place le pouvoir transversal. J'ai toujours à l'écoute des gens. Je vais dans le bureau des gens plutôt que de les faire venir dans mon bureau pour leur dire des choses. J'essaye de leur dire des choses, des directives très courtes. J'ai beaucoup aimé ce livre de Harvard qui s'appelle The One Minute Manager. De pouvoir dire aux gens en 1 minute, mais régulièrement, tout ce qu'on voudrait qu'ils puissent faire de la journée ou de la semaine, leur donner confiance, les récompenser devant les autres, mais pas d'une manière, je dirais, un petit peu trop objective, d'une manière sympathique et altruiste et ouverte. Donc, donner des directives claires, récompenser les gens, les remercier, les féliciter, mais aussi, pour ceux qui ont fait des erreurs, pouvoir le faire remarquer, pas sur un plan personnel, mais sur un plan général de l'entreprise. Donc, de l'écoute, de la proximité, de la vision, et répéter beaucoup la même chose, de manière à ce que les gens savent bien ce que vous voulez faire. Donc, c'est une forme de management que j'aime beaucoup. J'aime le MBWA, vous savez, le MBA, c'est Management of Business Administration. Pour moi, le MBWA, c'est Management by Walking Around. C'est-à-dire, je manage en bougeant, en allant voir les gens, en discutant avec eux. Dans mon entreprise Biotix, je laisse beaucoup aux gens la capacité de sous-traiter. C'est-à-dire que là, j'utilise le win-win. J'utilise les rapports de flux plutôt que les rapports de force. Je pense qu'il vaut mieux s'associer à des gens, même s'ils risquent de me piquer mon idée de consultant, même si c'est un risque, c'est plus important d'avoir des gens qui, avec moi, vont proposer à une très grande entreprise un sujet qui aura de la valeur et qui va motiver l'entreprise et nous motiver nous-mêmes. Donc le partage, la confiance et la vision sont 3 éléments essentiels du type de management que j'essaie de mettre en œuvre. Merci. Merci beaucoup. Question suivante?
Donc, Franck de Saint-Ignon. J'essaye de m'occuper des ressources humaines de la France. Moi, j'ai une question sur la motivation de nos collaborateurs. Vous avez dit à un moment donné que le partage, l'écoute, la motivation allait décupler aussi l'esprit collectif et la créativité. Et en même temps, j'ai lu des choses que vous avez écrites sur qu'est-ce que procure un management sur le plaisir en termes d'ADN. Comment ça bouge à l'intérieur de chacun et qu'est-ce que ça procure comme évolution dans le business de chacun, en fait. Dans l'ADN de chacun. Qu'est-ce que ça procure comme avantage, ouais. Plus que du plaisir, quelque chose de plus. J'ai deux choses. Je vais le dire sur un plan psychologique et sur un plan biologique. D'abord, sur un plan psychologique, le fait de participer avec d'autres à une création collective et en voyant les résultats par l'évaluation dont je parlais tout à l'heure, donne du sens à sa vie. L'important dans l'entreprise, ce n'est pas seulement le bonheur de l'entreprise, heureusement qu'il y a des gens qui s'en occupent, et même ici, et qui en parleront tout à l'heure, le bonheur d'être dans l'entreprise, mais c'est aussi le bonheur de comprendre le sens de sa vie dans l'entreprise et grâce à l'entreprise dans sa vie en général, de famille, d'amis, etc. Donc de participer à une tâche collective que l'on peut évaluer et que l'on comprend, de voir qu'on est utile donne une satisfaction immense, qui est vraiment la satisfaction qu'a d'ailleurs un artiste ou une artiste, musicien ou artiste graphique quand il voit son œuvre et que les autres la regardent et l'apprécient. Sur un plan biologique, c'est un phénomène fondamental et c'est lié à un secteur dont vous n'avez pas entendu parler, mais je vous en dis deux mots, qu'on appelle l'épigénétique. On connaît la génétique, c'est-à-dire l'ADN, puisque vous parliez d'ADN, qui est nos gènes qui fabriquent toutes les enzymes dont on a besoin pour vivre et penser. Mais l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes par son comportement. Et ça va beaucoup plus vite que les mutations tout au long de la vie biologique d'une espèce. Ça peut se faire en quelques jours, en quelques semaines. Et il y a 5 clés. Les 5 clés de cette épigénétique, c'est la nutrition équilibrée, l'exercice régulier, le plaisir de ce que l'on fait, le réseau social et familial et la gestion du stress. Ces 5 éléments, toute la journée interconnectés, vous voyez que j'ai mis le plaisir, sécrètent dans le corps des substances qui vont sur l'ADN et qui ouvrent ou qui ferment des gènes, comme on ouvre ou on ferme des tiroirs dans une armoire. Et donc, d'être bien dans ce que l'on fait, d'aimer ce que l'on fait, vont ouvrir et déclencher d'autres mécanismes physiologiques de votre corps qui vont faire, par exemple, que vous serez moins stressé, que vous dormirez mieux, que vous ferez mieux l'amour, que vous serez mieux en forme et physiquement dans l'exercice que vous faites. Donc, il y a des effets physiologiques de l'équilibre de vie. Merci pour les conseils. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, là-bas, tout au fond. Tout au fond, tout au fond. Bouge pas, on t'apporte un micro, voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Yves, je travaille aussi aux ressources humaines et vous venez de parler d'équilibre de vie. Et moi, j'avais une question, vous l'avez un petit peu abordée. Quelle place le surf qu'est-ce que ça vous a... Comment ça vous a inspiré? Qu'est-ce que ça prend comme place dans tout ce que nous avez présenté? Alors d'abord, le surf, j'en fais depuis 1957, c'est-à-dire 55 ans de surf non-stop ou plus, calculé, 57, j'ai 77 ans, on est en 2014. J'en fais régulièrement. Là, j'ai surfé le 1er janvier, jeudi 1er janvier, on a été 10 copains dans l'eau, il y avait des vagues d'1,50 m, magnifiques, lisses, sans vent. Bon, passons sur ça. Le surf m'a apporté beaucoup, d'autant plus que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Surfer la vie ». Et j'utilise la métaphore du surf pour essayer de mieux manager sa vie. Qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaye de dire que la vie est une vague, et sur cette vague, on n'est pas en équilibre statique, on est en équilibre dynamique. Un surfeur n'est jamais en équilibre. Il est constamment en déséquilibre contrôlé. Et la vie, le secret de la vie, c'est d'être capable de réagir aux écarts à l'équilibre. Dans son couple, dans son métier, on détecte les écarts à l'équilibre, on essaye de les corriger en fonction d'une ligne qui elle-même est dynamique. Parce qu'une ligne statique, c'est une ligne droite ou une plateforme et il ne se passe rien.
Donc le sport en général, le ski avant et le ski maintenant, et le surf aussi m'ont énormément apporté, en me permettant aussi d'être en contact avec l'écosystème naturel, avec ces vagues extraordinaires qui arrivent du nord de l'Atlantique et que je vais surfer devant chez moi, et en même temps de me donner le sentiment du partage de cette extraordinaire nature et d'essayer de la protéger et d'essayer en même temps d'en tirer quelques leçons pour mieux gérer ma vie. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, Surfer la vie, que je vous recommande, parce qu'à la fin, il y a des valeurs, un peu celles que j'ai décrites à la fin de mon exposé. Merci beaucoup, Monsieur de Roné. Merci pour cette conférence. Merci pour vos réponses. On vous applaudit. Merci. Un grand merci à vous. Merci.